Au moment où j'ai quitté l'avenue Foch pour m'engager dans le quadrillage tranquille du quartier Saint-Vincent, au Havre, mon corps me semblait être une coquille vide. 16 heures à attacher des barres d'armature et à déplacer de l'acier sur le chantier du grand port maritime m'avaient vidé. Mes épaules étaient encore endolories à cause des poutres trempées par la pluie. Mes mains me lançaient à cause des brûlures de cordes, et le grain de la poussière de ciment collait à ma peau, peu importe combien de fois je me frottais les paumes sur le volant. Tout ce que je voulais, c'était la même chose que j'avais voulu chaque soir depuis que j'étais une petite fille dans cette maison, une douche assez chaude pour me piquer la peau, un repas qui ne sortait pas d'un sac de service au volant, et la chance de fermer les yeux sans que personne ne me demande davantage. Les rues luisaient sous le crachin qui ne quitte jamais vraiment cette ville. Je me suis garé devant la maison de style Meulière que j'avais peinte une fois avec mon père, Alain. À l'époque où il était encore plus souvent à la maison qu'absent, l'érable devant se courbait sous la brise humide, comme il l'avait toujours fait. J'ai monté les marches du porche, les épaules affaissées sous mon sac de sport, et j'ai glissé ma clé dans la serrure. Elle s'est bloquée net. Je l'ai secouée, j'ai réessayé, et j'ai senti le vieux laiton me résister comme si j'étais une étrangère. Un instant, j'ai cru avoir perdu ma poigne à cause de la fatigue. Mais la porte s'est ouverte, et elle était là. Sylvie se tenait, encadrée par la lumière du porche, les cheveux attachés en un chignon comme si elle avait passé la journée au yoga, ses leggings impeccables, son téléphone brillant encore dans sa main. Son sourire était du genre à signifier qu'elle avait attendu précisément cette seconde. Derrière elle, Lucas, son fils, jamais le mien, était étalé sur le canapé, mon vieux sweat à capuche de l'université Le Havre-Normandie sur le dos, son rire rebondissant sur les murs comme s'il en avait hérité aussi. « Tu rentres tôt », a dit Sylvie. « La clé ne fonctionne pas », lui ai-je dit, ma voix rauque à cause de la poussière. « Nous les avons changés », a-t-elle répondu, sa voix calme et tranchante comme du verre. « Pour la sécurité. » Son ton indiquait clairement de la sécurité de qui il s'agissait, et la vue de Lucas piochant dans un paquet de chips que j'avais acheté m'a tout dit. Mes doigts se sont resserrés sur la clé inutile. J'ai reculé sur le porche, l'air plus froid qu'avant, sentant déjà le poids du combat que je n'avais pas encore nommé. Et quand elle s'est appuyée contre le cadre avec ce sourire, j'ai su que cette nuit n'était que le début d'une demande plus longue, qui attendait de l'autre côté de ces mots. Sylvie n'a pas perdu de temps à enrober le moment de politesse. Elle a croisé les bras et a dit que les serrures avaient été changées parce que j'avais pris du retard. Elle a sorti une feuille de papier pliée du comptoir comme si elle avait répété la scène. Loyer en retard, charge, contribution au ménage, a-t-elle récité en tapotant les colonnes qu'elle avait tracées d'une écriture soignée. 45 000 €. Paie et tu pourras rester sous ce toit. Derrière elle, Lucas a laissé échapper un léger sifflement et a jeté son téléphone sur le canapé. Ce n'est qu'une bonne paie de syndiqué, n'est-ce pas? Tu t'en sortiras. Il a souri comme s'il avait marqué un point, puis a resserré mon sweat à capuche autour de ses épaules, comme si la possession venait simplement du fait de porter ce qui était à moi. J'ai senti le poids du sac de sport s'enfoncer dans mon bras mais je ne l'ai pas posé. Mes yeux ont dépassé l'expression suffisante de Sylvie, inventoriant les détails comme je le faisais sur le chantier quand une poutre n'était pas bien alignée. Des vis neuves brillaient sur la gâche, d'un argent vif contrastant avec le laiton patiné. Sur la table du vestibule, une carte de serrurier était à moitié recouverte par une bougie parfumée. La preuve de leur coordination était là, bien en évidence, attendant que je la remarque. « Est-ce que papa a approuvé ça ?» ai-je finalement demandé. Ma voix est restée stable, bien que les mots aient été déchiquetés dans ma gorge. Le sourire narquois de Sylvie n'a pas vacillé. Il est en mission de conseil à l'étranger. Tant qu'il est parti, c'est ma maison, mes règles. Sa certitude a frappé plus fort que ses chiffres. Pour elle, la demande ne concernait ni les factures ni l'équité. Il s'agissait de pouvoir, de réécrire qui avait le droit de se tenir sur le seuil. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous, ma main se desserrant sur la clé inutile. Pas de cris, pas de marchandage. J'ai reculé, les planches du porche grinçant sous mes bottes. Sylvie a levé le menton comme si elle avait gagné, mais je calculais déjà ce que sa performance avait révélé. Sans un mot de plus, je me suis retourné et j'ai descendu les marches, l'air nocturne devenant plus glacial alors que je retournais vers le camion, et vers le souvenir qui attendait dans le dossier rouge que je n'avais jamais osé ouvrir jusqu'à présent. La lumière du porche s'est estompée derrière moi alors que je retournais au camion, mais le poids dans ma poitrine me ramenait plus loin en arrière que la rue devant moi. Les souvenirs s'accrochaient à cette maison comme la fumée dans les murs, chacun plus vif maintenant que j'en avais été chassé.
Après les funérailles de ma mère, papa s'est remarié plus vite que je ne l'ai compris. Sylvie a franchi le seuil avec des boîtes qui sentaient les grands magasins, les posant sur les bougies à la cannelle que ma mère allumait toujours les soirs d'hiver. En quelques semaines, les photographies de ma mère ont été décrochées, remplacées par des tirages glacés de ponts et de silhouettes de villes qui ne signifiaient rien pour quiconque y vivait. L'odeur de cannelle a disparu, remplacée par des sprays à la lavande et une étagère de réfrigérateur remplie de boissons énergisantes pour Lucas. Papa pensait me donner de la stabilité en partant pour des contrats à l'étranger, mais la maison n'est jamais restée stable. Chaque fois qu'un robinet fuyait ou que la chaudière cliquetait, c'était moi qui rampais sous les éviers ou resserrais les boulons. J'ai appris à porter cette maison sur mes épaules comme je portais les barres d'armature, en silence, en espérant que quelqu'un le remarquerait. Personne ne l'a jamais fait. Pour mon 21e anniversaire, papa était revenu brièvement entre deux contrats. Il m'a emmené dans un bureau de notaire dans le quartier de l'hôtel de ville, le genre d'endroit qui sentait le vieux papier et l'encre. Il m'a tendu des documents sans beaucoup d'explications, disant seulement que c'était pour la sécurité. J'ai signé là où il a pointé, à moitié consciente, me demandant pourquoi mon cadeau d'anniversaire était accompagné de tant de formalités. Quand j'ai demandé ce que cela signifiait, il m'a dit de garder le dossier en sécurité, peut-être pour ne jamais l'utiliser. Considère ça comme une carte, a-t-il dit. Une que tu n'auras peut-être jamais à déplier. J'avais rangé ce dossier rouge dans le coffre-fort de mon camion, sans l'ouvrir, faisant confiance à sa parole. Maintenant, debout dans la rue froide après la demande de Sylvie, je savais exactement où cette carte attendait. J'ai refusé de rester sur le porche comme une mendiante, attendant la permission de franchir un seuil qui avait été le mien. Le moteur du camion m'a emporté loin de la maison, le long de la courbe humide du quai de Southampton, où l'odeur d'eau salée se mêlait au diesel sur le site de construction. La charpente squelettique des poutres d'acier se dressait contre le ciel nocturne, les bâches claquant au vent comme des voiles agitées. J'ai sorti mon sac de sport de la cabine, je l'ai étalé sur une plateforme en contreplaqué sous l'échafaudage, et j'ai enroulé un gilet de sécurité fluo autour de ma poitrine pour avoir chaud. Ce n'était pas confortable, mais c'était à moi, et personne ne pouvait changer les serrures sur du béton qui attendait encore de prendre. La nuit était pesante. Je me suis allongé, écoutant la pluie crépiter à travers les interstices de la bâche, regardant les grues se balancer au-dessus de moi comme des ombres de géants. Chaque douleur dans mon corps me rappelait la journée, mais c'est le silence qui me creusait le plus profondément. J'ai pensé à la maison, non pas telle qu'elle était maintenant, mais telle qu'elle était autrefois, les bougies à la cannelle dans la cuisine, les étreintes de ma mère assez longues pour réparer tout ce qui était brisé. Ces fantômes emplissaient l'air froid autour de moi, et pour une fois, je ne les ai pas repoussés. Avant l'aube, je me suis assise, mon souffle visible dans l'air vif, et j'ai cherché dans le coffre-fort fixé derrière mon siège dans le camion. Le dossier rouge reposait là où il était depuis des années, les bords usés d'avoir été déplacés mais jamais ouverts. Mes mains ont hésité, puis l'ont sorti. À l'intérieur se trouvaient 3 feuilles de papier, un acte de propriété enregistré me nommant unique propriétaire de la propriété, daté de mon 21e anniversaire, une procuration limitée liée aux urgences, et une lettre non signée de l'écriture de mon père. Le papier tremblait dans ma main tandis que je la lisais. Si jamais tu sens que l'air se raréfie à la maison, en voici la raison. Les mots se sont posés sur moi, plus lourds que l'échafaudage au-dessus. J'avais porté une preuve sans le savoir. Une arme enveloppée de silence. Pendant des années, j'ai pensé que la loyauté signifiait attendre, réparer les fuites, payer les factures, endurer les règles de Sylvie. Maintenant, la vérité reposait sur mes genoux, aussi tranchante que n'importe quel outil que j'avais jamais manié, et je savais qu'il était temps de décider comment l'utiliser alors que la première lueur du matin touchait les poutres au-dessus. Au moment où l'horloge du palais de justice a sonné 8 heures, je marchais déjà sur le boulevard de Strasbourg, le dossier rouge pressé contre mes côtes comme une armure. Je n'avais pas beaucoup dormi après l'avoir ouvert, le poids de l'acte de propriété et de la note de mon père bourdonnant dans mon esprit. Mais l'épuisement semblait plus facile à supporter que le souvenir du sourire narquois de Sylvie. Je me suis arrêté devant un étroit bâtiment en briques où la plaque sur la vitre indiquait « Maître Lefebvre, avocat ». À l'intérieur, le bureau sentait légèrement le vieux cirage à bois et le café fraîchement préparé. Maître Lefebvre lui-même ne ressemblait en rien aux avocats aux arêtes vives de la télévision. Ses cheveux se clairsemaient, sa cravate était légèrement de travers, mais ses yeux portaient le genre de patience qui vient d'années passées à regarder les gens arriver au pire jour de leur vie. Je me suis assise en face de lui et j'ai ouvert le dossier rouge. Je lui ai tout raconté, comment Sylvie avait changé les serrures,
comment elle avait exigé 45 000 € de loyer en retard, comment Lucas riait en portant ce qui n'était pas à lui. Ma voix n'a vacillé qu'une seule fois lorsque j'ai décrit le moment où j'ai tourné la clé et l'ai senti se bloquer net dans la serrure. Maître Lefebvre n'a pas interrompu. Il a simplement hoché la tête, jeté un coup d'œil au papier et pris quelques notes en lettres capitales nettes. Quand j'ai eu fini, il a tapoté l'acte de propriété. C'est clair, a-t-il dit. Enregistré, valide et sans ambiguïté. Ce qui signifie que nous n'argumentons pas avec eux. Nous laissons la loi parler. La loi française exige que vous signifiez un congé pour reprise avec un préavis de 6 mois. S'il refuse de partir, vous engagez une procédure d'expulsion devant le tribunal judiciaire du Havre. Le juge émet une décision d'expulsion. Le commissaire de justice l'exécute. J'ai froncé les sourcils. Donc, je ne peux pas juste. Non, a-t-il coupé doucement. Vous ne rechangez pas les serrures. Vous ne jetez pas leurs affaires dehors. C'est une expulsion illégale. Même si vous êtes la propriétaire, vous attendez. Vous documentez. Chaque appel, chaque texto, chaque demande. Vous laissez le tribunal voir qui est raisonnable et qui ne l'est pas, son calme m'a stabilisé plus que je ne l'aurais cru. La fureur brûlait toujours dans ma poitrine, mais il lui a donné une direction. Nous avons pris des dispositions pour qu'un commissaire de justice délivre le congé. Maître Lefebvre m'a remis une liste de contrôle pour un classeur de preuves, photographies, factures, preuves de paiement, copie de chaque message. Quand j'ai quitté le bureau, le crachin le long du boulevard ressemblait moins à un poids qu'à une clarté. J'avais une voie à suivre pas rapide, mais certaine et j'étais prête à faire le premier pas qui me ramènerait tout droit à la porte de Sylvie. Cette nuit-là, je me suis assise dans la cabine de mon camion avec un bloc-notes jaune en équilibre sur mon genou, l'acte de propriété ouvert à côté de moi. La colère me tentait d'écrire en majuscules, de renvoyer à Sylvie ses propres mots. Mais la voix de Maître Lefebvre est restée avec moi, reste mesurée. Reste professionnelle. Alors, j'ai écrit, aucun loyer n'est dû. Je suis la propriétaire enregistrée. 6 juin se trouve le congé pour mettre fin à l'occupation. Toute communication ultérieure concernant cette affaire doit être adressée à mon avocat. Je l'ai tapé au propre, imprimé 2 copies, et scellé une dans une épaisse enveloppe blanche portant clairement le nom de Sylvie. L'autre, je l'ai envoyé par courrier recommandé, un double qu'elle ne pourrait prétendre avoir manqué. À l'aube, le commissaire de justice que j'avais engagé est parti avec l'enveloppe, ne me laissant rien d'autre que l'attente. Je me suis garé à 2 pâtés de maison de la maison, les mains serrées sur le volant, observant le porche à travers une mince ouverture entre des haies de cèdre. À 9h tapantes, Sylvie est sortie en pantoufles, le téléphone déjà à la main, une tasse de café fumant contre le froid matinal. Elle s'est penchée, a ramassé l'enveloppe et l'a déchirée sans hésitation. Le cri qui a suivi a retenti dans la rue comme une sirène. Des rideaux se sont soulevés dans les maisons voisines. Des chiens ont aboyé. Une voiture a même freiné brusquement. Lucas a trébuché sur le seuil, les cheveux emmêlés, le sweat à capuche glissant d'une épaule. Il a saisi les papiers, ses yeux balayant le texte tandis que sa bouche bougeait. Une insulte a fusé, puis une autre. Quelques instants plus tard, son visage est apparu en ligne, une vidéo tremblante grimpant déjà dans les fils d'actualité. Elle est sans cœur, crachait-il face à la caméra, elle met sa famille à la porte pour rien. Ma demi-sœur est un monstre. Les commentaires affluaient plus vite que je ne pouvais les faire défiler, des inconnus maudissant mon nom, des cousins éloignés exigeant des explications, de vieilles connaissances prétendant qu'elles avaient toujours su que j'étais cruel. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai fait des captures d'écran de chaque publication, enregistré chaque message vocal, et noté chaque nom. La preuve ne se mesurait pas en j'aime ou en indignation. Elle s'empilait dans des classeurs pour qu'un juge les lise. Au moment où la vidéo est devenue incontrôlable, j'avais fermé l'ordinateur portable et ouvert le classeur, glissant la première capture d'écran dans sa pochette, me préparant pour les mois à venir. Le long préavis a commencé dans le silence, mais Sylvie n'a jamais été du genre à laisser une scène vide bien longtemps. Un matin, 2 policiers ont frappé à la fenêtre de mon camion alors que j'étais garé devant le chantier. Sylvie avait signalé une violation de propriété, prétendant que je la harcelais. Je leur ai montré l'acte de propriété et le congé. Ils ont échangé un regard qui me disait qu'ils avaient déjà vu ce genre de drame familial, puis sont partis avec un laconique « c'est une affaire civile ». J'ai noté l'heure, la date et les numéros de matricule dans le classeur. Une semaine plus tard,
Sylvie a menacé de demander une ordonnance d'éloignement, son texto dégoulinant de langage à consonance officielle, bien que rien ne se soit jamais matérialisé. À ce moment-là, elle racontait aussi à la famille que mon père avait promis la maison, en esprit, à elle et à Lucas, comme si les intentions pouvaient réécrire les actes de propriété enregistrés. Chaque appel d'un cousin ou d'une tante allait directement sur ma messagerie vocale, était sauvegardé et transcrit avant que je ne le classe. J'ai rencontré Maître Lefebvre 2 fois de plus, son calme et sa constance servant de contrepoids au chaos que Sylvie ne cessait de fabriquer. Il m'a dit de continuer à photographier la propriété, en particulier les pièces qu'elle avait revendiquées comme siennes, et de consigner chaque facture de service public que j'avais couverte au cours de l'année écoulée. J'ai imprimé les reçus, marqué les dates et les ai empilés soigneusement. Les preuves s'accumulaient dans le classeur comme un échafaudage autour d'une tour inachevée. Madame Dubois, l'institutrice à la retraite d'en face, m'a arrêté un après-midi. Avec sa douceur habituelle, elle a confirmé avoir vu une camionnette de serrurier garée devant la maison la veille du changement des serrures. Elle a proposé de témoigner si cela s'avérait nécessaire. Je l'ai remercié et j'ai ajouté son nom à la liste croissante de témoins. À l'approche de la date limite, le ton des messages a changé. Des textos anonymes m'exhortaient à faire preuve de pitié, à me souvenir de la famille. Mais la pitié, telle qu'il la définissait, signifiait renoncer au toi-même qui me protégeait. J'ai copié chaque message dans le classeur et j'ai tourné la page, sachant que le compte à rebours me menait tout droit au tribunal. La date limite est arrivée et passée, et Sylvie est restée. Maître Lefebvre a engagé la procédure d'expulsion le lendemain matin, et en quelques semaines nous nous tenions sous les hauts plafonds du tribunal judiciaire du Havre. La salle sentait faiblement le bois verni et la poussière de papier, le genre d'endroit où les mots comptaient plus que le bruit. Sylvie portait un blazer trop impeccable pour quelqu'un qui prétendait être dans la pauvreté, ses cheveux tirés en arrière, les yeux vifs de défi. Lucas était assis derrière elle, agité, le téléphone à la main, comme s'il ne pouvait survivre sans un public. Lorsque le juge a appelé l'affaire, Sylvie s'est lancée dans une histoire d'équité familiale, de promesses que mon père aurait faites en esprit sinon par écrit. Elle a parlé de loyer informel, de contributions qu'elle prétendait que je devais pour le privilège d'avoir grandi dans cette maison. Mais lorsqu'on lui a demandé des preuves, il n'y en avait aucune. Pas de bail, pas de reçu, aucun fil juridique reliant son histoire au mur auquel elle s'accrochait. Maître Lefebvre a placé l'acte de propriété sur le banc du juge, puis le congé, puis le classeur avec les photographies, les reçus et les déclarations. Mon nom se répétait sur les pages comme un refrain constant. La décision du juge fut brève, presque chirurgicale. La possession m'est restituée. L'expulsion sera exécutée. Toute opposition est interdite. La bouche de Sylvie s'est ouverte comme pour argumenter, mais le marteau du juge est tombé, final et ferme. Dehors, l'air froid portait la voix de Lucas alors qu'il fulminait devant la caméra de son téléphone, me traitant de sans-cœur, de traîtresse à la famille. Les passants jetaient des regards curieux, mais Maître Lefebvre m'a touché le coude, me guidant le long des marches sans un mot. La décision était en main, la date fixée, et pour la première fois depuis des mois, le sol sous mes pieds semblait solide. Alors que nous nous dirigions vers le parking, tout allait bientôt changer à nouveau. Le matin de l'expulsion, je me tenais sur le trottoir, le classeur sous le bras, attendant l'arrivée du commissaire de justice. La rue était calme, à l'exception du goutte-à-goutte de la pluie de la nuit dernière depuis les avant-toits. Puis une berline familière est apparue, une que je n'avais pas vue depuis trop d'années. Mon père en est sorti, plus mince que dans mon souvenir mais plus stable, comme si la distance avait dissipé le brouillard dans lequel il vivait autrefois. « Élise » a-t-il dit, sa voix basse, portant à la fois des excuses et de la résolution. J'ai demandé le divorce. J'aurais dû le faire plus tôt. Je la vois clairement maintenant, et je vois ce que je t'ai laissé. J'ai cherché une hésitation sur son visage, mais il a soutenu mon regard. Il a expliqué ce que je tenais déjà dans mes mains, que l'acte de propriété avait été sa façon de me protéger alors qu'il était à des milliers de kilomètres. Il avait craint que ce jour précis n'arrive, et la carte qu'il m'avait donnée m'avait conduite ici. Le commissaire de justice est arrivé, son uniforme impeccable et son autorité tranquille tranchant la tension. Sylvie est sortie les bras croisés, Lucas traînant derrière elle avec des cartons à moitié faits. Sous l'œil du commissaire, ils ont traversé la maison, la dépouillant du peu de droit qu'il leur restait. Sur le seuil, Sylvie s'est retournée vers moi, sa voix aiguë et désespérée. « Tu nous dois bien ça pour la famille. » Avant que je puisse répondre, mon père s'est avancé. Ces mots étaient posés,
mais il portait plus de poids que n'importe quelle voix élevée. L'appartenance à une famille ne se facture pas. Au coucher du soleil, la maison était de nouveau silencieuse. Leurs voix avaient disparu, leur désordre emballé, ne laissant que le bourdonnement de la chaudière et le craquement des planchers qui m'appartenaient enfin sans contestation. J'ai franchi le seuil, prête pour le silence qui m'attendait. Ce soir-là, j'ai marché pieds nus sur le parquet, chaque pas assuré. Chaque interrupteur que j'ai allumé n'était pas par peur, mais par cérémonie. La maison brillait comme pour me rappeler qu'elle avait toujours attendu, patiente à travers les années de bruit et d'intrusion. Dans le salon, j'ai déballé la photo encadrée de ma mère qui était restée dans une boîte trop longtemps, et je l'ai raccrochée au mur où Sylvie avait autrefois suspendu des impressions abstraites et fades. La vue de son sourire a apaisé l'air d'une manière qu'aucune bougie n'aurait jamais pu le faire. Puis ce fut le tour des serrures. J'ai dévissé la quincaillerie avec un soin délibéré, installant de nouveaux mécanismes. Cette fois, les clés étaient les miennes seules, fraîchement taillées chez un serrurier sur l'avenue Foch, leurs bords vifs de promesses. La cicatrice laissée sur la porte d'entrée par la perceuse du serrurier aurait besoin d'être réparée, alors j'ai pris rendez-vous avec un menuisier, déterminé à réparer ce qui avait été forcé. Au cours des jours suivants, j'ai réglé les détails qui comptent plus que la plupart des gens ne le réalisent. Autour d'un café le long du quai de Southampton, j'ai fait des listes, limites, entretiens, choix. J'ai transmis des copies certifiées conformes de la décision du tribunal aux compagnies de services publics, j'ai fermé les comptes non autorisés que Sylvie avait ouverts à mon nom, et je me suis assise pour rédiger une lettre finale par l'intermédiaire du bureau de Maître Lefebvre, une ligne tracée à l'encre pour mettre fin à tout contact ultérieur. Au moment où j'ai verrouillé la porte d'entrée avec ma propre clé, la maison ne ressemblait plus à un champ de bataille. Elle ressemblait à un commencement, un endroit que je pouvais reconstruire selon mes propres termes. Les murs portaient mon histoire, mais le silence m'appartenait. Et tandis que je me tenais sur le seuil, je savais que l'histoire que je portais désormais était enfin la mienne.